L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous poursuivons notre voyage à la découverte des anciennes capitales de la Chine. Ces joyaux historiques qui témoignent de la grandeur des dynasties passées et je suis en compagnie de mon collègue Rocco qui a eu à explorer ces villes extraordinaires. Bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être ici pour partager mon expérience sur ces villes extraordinaires qui ont façonné l'histoire de la Chine au fil des siècles. Ce sont des lieux où l'on peut véritablement toucher l'histoire du bout des doigts. Dans l'émission précédente, on a parlé de la ville de Xi'an et des sites touristiques de la ville de Luoyang, comme des grottes de Longmen, temple du cheval blanc. Et Rocco, j'ai entendu également parler des pivoines de Luoyang. Pouvez-vous nous en dire plus? Les pivoines de Luoyang sont célèbres dans toute la Chine, Manon. Luoyang est considérée comme la capitale de la pivoine, la fleur nationale chinoise, symbole de richesse et d'honneur. La tradition de la culture des pivoines à Luoyang remonte jusqu'à dynastie Sui, il y a plus de 1400 ans. Et la ville compte aujourd'hui plus de 1000 variétés différentes. Chaque année en avril, la ville organise le festival des pivoines qui attire des visiteurs du monde entier. Les jardins de la ville se transforment en une mer de couleurs avec des millions de pivoines en fleurs. Pendant le festival, de nombreux événements culturels sont organisés comme des spectacles de danse traditionnelle, des expositions d'art et des compétitions de calligraphie. C'est vraiment une période magique pour visiter Luoyang, bien que ce soit aussi la plus fréquentée. Malgré la foule, ça mérite bien d'être visité. Et Rocco, je pense qu'à travers des descriptions, ça doit être magique. Y a-t-il des spécialités culinaires propres à Luoyang pour les gourmands? Bien sûr, la cuisine de Luoyang est très intéressante, Manon. Elle fait partie de la cuisine du Henan, connue pour ses saveurs riches et ses plats nourrissants. La spécialité la plus célèbre est sans doute le water banquet, Shueqi, un festin composé de 24 plats, tous préparés avec une sauce ou un bouillon, d'où son nom. Ces banquets étaient autrefois servis à la cour impériale et reflètent la sophistication de la cuisine de l'époque. Une autre spécialité locale est le Luoyang soupe d'ache, Luoyang Tantai, un plat unique où une soupe claire est servie avec une dizaine de petits plats d'accompagnement que l'on trempe dans la soupe. Les habitants de Luoyang adorent la soupe. C'est un peu comme une fondue chinoise. Et c'est parfait pour goûter une variété de saveurs locales. Oui. Et en plus de ça, nous avons les nouilles. Les nouilles sont également importantes dans la cuisine de Luoyang. Donc, Manon, ne manquez pas le rolling donkey, Gunlo, qui ne contiennent pas d'âne malgré leur nom. Oui, ce sont des rouleaux de farine de riz farci, des haricots rouges sucrés et saupoudrés de haricots mungo. D'accord, ça n'a rien à voir avec l'âne. Non, et pour ceux qui aiment les collations, les Luoyang Pure Candy, Luoyang Litang sont un délice sucré fait de poires locales confites. Et bien sûr, au printemps, vous pouvez goûter des plats à base de pétales de pivoine, comme les thés à la pivoine ou les gâteaux à la pivoine.
Et ces spécialités semblent délicieuses. Et les amis qui voulaient visiter Loyang, surtout n'hésitez pas à goûter le banquet de l'eau, Shuixi. Et Rocco, maintenant, passons à Kaifeng, une autre ancienne capitale qui se trouve également dans la province du Henan. Quelle est son histoire d'abord? Oui, Kaifeng est une ville fascinante, également située dans la province du Henan, à environ 150 km à l'est de Luoyang. Elle a été la capitale de la Chine pendant la dynastie Song du Nord, de 960 à 1127. À cette époque, Kaifeng était peut-être la ville la plus peuplée et la plus prospère du monde, avec une population estimée à plus d'1 million d'habitants. La ville était alors connue sous le nom de Bianjing et elle était réputée pour sa richesse, son commerce florissant et sa vie culturelle animée. La dynastie Song est considérée comme une période de grand raffinement culturel et de progrès scientifiques en Chine, et Kaifeng en était le centre. C'est à cette époque, Manon, que la peinture paysagère chinoise a atteint son apogée, que l'imprimerie s'est développée et que la porcelaine chinoise a acquis sa renommée mondiale. Il faut aussi noter que Kaifeng a été une ville très ouverte aux influences étrangères, avec une forte présence de la communauté juive. Ah, c'est fascinant, cette présence juive en Chine. On ne connaît pas trop la communauté juive. Qu'est-il advenu de cette communauté? Aujourd'hui, il reste environ 1000 personnes à Kaifeng qui s'identifient comme descendants de cette communauté juive. C'est un témoignage fascinant de la diversité culturelle et religieuse. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la glorieuse capitale Song, Rocco? Malheureusement, Manon, Kaifeng a subi de nombreuses catastrophes naturelles au cours de son histoire. Et la plupart des bâtiments de l'époque Song sont enterrés sous la ville moderne. Ah, c'est dommage, hein? Oui, et malgré cela, Kaifeng conserve de nombreux trésors. L'un des sites les plus impressionnants est la Tour de Fer, construite en 1049. Et malgré son nom, cette pagode est en fait en briques. Mais ces briques contiennent une forte teneur en fer, ce qui lui a permis de résister aux inondations et aux tremblements de terre. Haute de 55 mètres, elle est l'un des rares monuments de l'époque Song qui a survécu jusqu'à nos jours. Et d'autres sites majeurs, Rocco? Oui, il y a le Palais du Dragon qui est un autre site majeur. C'est un ancien palais impérial de la dynastie Song qui a été partiellement restauré. On peut citer aussi le temple de la Dame Xianglin, dédié à une déesse locale. C'est un temple qui abrite une statue de bronze de l'époque Song. Ce sont tous des monuments historiques laissés de l'époque Song. Hein? Oui, c'est ça. Et pour terminer cette énumération, je parlerai du parc du lac du Dragon, qui est un grand parc qui occupe l'emplacement d'un ancien lac impérial. C'est un endroit agréable pour se promener et échapper à l'agitation de la ville. Il abrite plusieurs pavillons et temples, ainsi que des jardins de pivoine qui sont particulièrement beaux au printemps. Ah, ces monuments historiques sont encore actifs, hein, ce qui est fascinant. Et ce sont aussi des lieux de culte importants pour les habitants de Kaifeng. J'ai également entendu dire qu'à Kaifeng, on organise chaque année un festival des lanternes qui attire beaucoup de touristes, n'est-ce pas? Et Rocco, qu'en est-il du festival des lanternes de Kaifeng? Ah, le festival des lanternes de Kaifeng est une tradition qui remonte à l'époque Song. Il a lieu pendant la fête des lanternes qui marque le 15e jour du premier mois lunaire, clôturant les célébrations du Nouvel An chinois. C'est l'un des plus anciens et des plus grands festivals de lanternes en Chine, Manon. Et pendant ce festival,
la ville entière est décorée de milliers de lanternes colorées de toutes formes et tailles. Les plus spectaculaires sont les lanternes flottantes sur les lacs, les lanternes des lotus et les lanternes des palais, certaines pouvant atteindre plusieurs mètres de haut. On peut également assister à des spectacles traditionnels comme la danse du dragon et du lion, des spectacles d'acrobatie et des représentations d'opéra. Une tradition particulière à Kaifeng est la prière des lanternes, où les gens écrivent leurs vœux pour l'année à venir sur des lanternes de papier qu'ils suspendent ou font flotter sur l'eau. C'est une période magique pour visiter Kaifeng, même si c'est aussi la période la plus fréquentée. Malgré la foule, il mérite bien d'être visité, comme il y a toute variété d'activités pendant la période du festival des lanternes, par exemple des spectacles d'acrobatie, des représentations d'opéra, danse du dragon et du lion traditionnel, et on peut y admirer de différentes lanternes, et aussi on peut assister à la prière des lanternes. Après la visite des monuments historiques et le festival des lanternes, je crois qu'on a faim. J'imagine que la gastronomie doit être aussi un atout de la ville, comme la gastronomie de Loyang. Comme ce sont des villes très visitées. Très fréquenté par les touristes. Tout à fait. Kaifeng, on l'a dit, c'est réputé pour sa cuisine de riz dynamique et ses plats traditionnels qui ont traversé les siècles. La spécialité la plus célèbre est sans doute les steamed buns, baozi, de Kaifeng, qui seraient les plus anciens de Chine. Ces petits pains farcis à la viande et aux légumes sont préparés selon des recettes transmises de génération en génération. La boulangerie Longyo Xiangcao, fondée en 1876, est particulièrement réputée pour ses baozi. Les water chestnut in osmanthus sugar, Ling Jiao Tang en chinois, sont un dessert délicat préparé avec des châtaignes d'eau enrobée d'un sirop parfumé à l'osmanthe. C'est une spécialité de l'époque Song qui existe encore aujourd'hui. Les Kaifeng mouton soupe, Yangzhou Tang, et les Kaifeng carpe, Kaifeng yu, sont d'autres plats traditionnels qui valent la peine d'être goûtés. Et ces plats sont uniques à Kaifeng. Je ne pense pas que vous pouvez y goûter ailleurs dans un lieu autre qu'à Kaifeng. Et Rocco, vos présentations donnent vraiment envie de goûter à toutes ces spécialités. Notre prochaine étape, c'est Nanjing. C'est une autre ancienne capitale importante. Oui, Nanjing, ou capitale du Sud, a été la capitale de 6 dynasties différentes au cours de l'histoire chinoise, Manon. Ah, 6 dynasties différentes, quand même. Elle est située dans la province du Jiangsu, sur les rives du fleuve Yangtze, dans une région particulièrement fertile et prospère. Et son histoire remonte jusqu'à... Oui, son histoire comme capitale commence avec les 6 dynasties, 220 et 589, une période de division politique après la chute de la dynastie Han. Elle a ensuite été la capitale des Wu pendant la période des 3 royaumes, des Jin orientaux, des Song du Sud et brièvement des Ming et des Taiping. Sa période la plus glorieuse fut probablement sous la dynastie Ming, lorsque l'empereur Hongwu en fit sa capitale en 1368. Hongwu, en fait, c'est l'empereur Zhu Yuanzhang, le premier empereur de la dynastie Ming, le fondateur de cette dynastie. Oui, allez-y, Rocco. Hongwu était un ancien moine et chef rebelle qui a réussi à renverser la dynastie Yuan et à fonder la dynastie Ming.
Il a choisi Nanjing comme capitale en raison de sa position stratégique et de son climat plus doux que celui de Beijing. C'est à cette époque que furent construits les imposants remparts de la ville et de nombreux monuments qui subsistent encore aujourd'hui. Et quels sont les sites historiques à ne pas manquer à Nanjing? Comme Nanjing a été la capitale de 6 dynasties chinoises. Oui, donc il faut dire que Nanjing possède un patrimoine historique exceptionnel. Vous l'avez dit, plusieurs dynasties sont succédées autour de cette capitale. Donc vous comprenez que le patrimoine historique ne pouvait qu'être exceptionnel. Les remparts de la ville, construits pendant la dynastie Ming, sont les plus longues murailles de la ville ancienne au mode encore existante, avec une longueur totale de 35 km. Ils sont bien préservés et offrent une vue imprenable sur la ville. La porte Zonghua, au sud, est particulièrement impressionnante avec son système de défense complexe comprenant 3 portes successives et des murs de fortification intérieure. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire impériale, le palais Ming est un incontournable, bien qu'il ne reste aujourd'hui qu'une petite partie du complexe original qui était 1,5 fois plus grand que la cité interdite de Pékin. C'est un site fascinant qui témoigne de la grandeur de la dynastie Ming. Les fondations et quelques bâtiments ont été restaurés qui permettent d'imaginer l'ampleur du palais à son apogée, n'est-ce pas, Rogo? Oui, mais n'oublions pas non plus le temple de Confucius. Ah, le temple de Confucius. N'oublions pas non plus le temple de Confucius. C'est l'un des plus grands temples dédiés aux grands philosophes en Chine du Sud. Il comprend un musée qui présente la vie et l'enseignement de Confucius, ainsi que de beaux jardins. Le temple est particulièrement remarquable pour ses stèles gravées, dont certaines datent de plus de 1000 ans. C'est un lieu paisible qui offre un contraste reposant avec l'agitation de la ville moderne. J'ai déjà visité la contrée natale de Confucius dans la province du Shandong, mais le temple de Confucius à Nanjing, je n'ai pas encore visité. La prochaine fois, je le ferai. Et Rocco, j'aimerais qu'on revienne sur le mausolée de l'empereur Hongwu, Zhu Yuanzhang. Vous pouvez nous en dire plus sur ce mausolée? Absolument, Manon. Le mausolée de l'empereur Hongwu, officiellement connu sous le nom de Xiaoling, et les tombeaux du fondateur de la dynastie Ming. C'est un site extraordinaire qui a servi de modèle pour les tombeaux impériaux Ming et Qing ultérieurs. Et ce qui rend ce site particulièrement spécial, c'est... Oui, c'est la voie des esprits, une d'accord. allée processionnelle bordée de statues d'animaux et des fonctionnaires. Et ces statues taillées dans des grands blocs de pierre étaient censées protéger et servir l'empereur dans l'au-delà. Voilà, on y trouve des lions, des chameaux, des éléphants et d'autres animaux ainsi que des statues de mandarins militaires et civils. C'est similaire que les mausolées des empereurs des Ming à Pékin. Hein? Manon, Nanjing est connu pour ses jardins, ses espaces verts. Le lac Xuanwu, entouré d'un grand parc, est un lieu de détente populaire pour les habitants. Il y a les jardins du couple modeste Zhan Garden, qui est un exemple exquis des jardins classiques chinois avec ses pavillons, ses étangs et ses rochers artistiques. Donc il n'y a pas que ce côté funeste. Voilà. Il y a aussi un côté beaucoup plus léger de la ville. Et puis pour la cuisine Nanjing, je pense que c'est similaire à la cuisine du Jiangsu. Jiangsu, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu similaire. Les plats sont généralement légèrement sucrés et jamais trop épicés. Parmi les spécialités locales, on trouve le canard salé de Nanjing, un plat emblématique de la ville. Nous avons les boulettes de crabe et d'Yangtze, qui sont aussi notre spécialité. Il y a les nouilles de canard. Il y a Shui Fan, qui sont également très appréciés. Voilà, ce sont des nouilles de riz qui sont servies dans un bouillon de canard
avec des morceaux de viande tendre. D'accord. Voilà, Je pense, Et puis Nanjing est également réputé pour ses collations de riz. oui, je pense qu'en faisant un tour dans la ville de Nanjing, on va prendre quelques kilos de plus, hein, ça c'est sûr. Bon, faute de temps, on va s'arrêter là et on poursuivra notre voyage dans le temps des anciennes capitales chinoises dans l'émission prochaine. Et merci à Rocco de nous avoir accompagnés dans ce long voyage.